Je crois au monde paranormal par rapport à d'autres expériences. Mais je suis également ouvert au fait que cela puisse être dû à un manque de sommeil ou au stress. Seulement le nombre de fois où j'ai eu affaire à ça et le fait que j'ai été consciemment éveillé à chaque fois m'amène à me poser des questions. J'ai maintenant 30 ans et ma première rencontre a eu lieu en 2012 alors que j'étais en première année d'université. J'étais en probation académique pendant un long week-end, donc le reste de mes colocataires était parti à ce moment-là et j'étais coincé dans mon dortoir tout seul. Un soir, alors que j'avais terminé mes devoirs et que j'étais fatigué de faire défiler mon téléphone sans réfléchir, j'ai ressenti une fatigue inhabituelle et je me suis endormi dans mon lit vers 20h, la lumière allumée. Après environ 20 minutes de sommeil, j'ai senti que je n'étais pas seul et je me suis réveillé en sursaut. Nos lits étaient superposés au-dessus de nos bureaux. Je me suis retourné et j'ai regardé au milieu de la pièce en dessous de moi et j'ai été choqué de voir une silhouette humanoïde recroquevillée en position fétale. Je pensais que je rêvais et j'ai continué à cligner des yeux et à les frotter, mais j'ai vite réalisé que je ne rêvais pas. Au bout d'environ 30 secondes, il a semblé se rendre compte que je le fixais et il s'est lentement levé. J'étais en état de choc total et je me suis figé. Ça ressemblait à une personne, mais sans visage ni cheveux, sans vêtements, juste une opacité humanoïde. Il mesurait environ 1m80 et marchait lentement dans ma direction. Je ne savais pas si c'était maléfique, mais je ne voulais pas vérifier cette théorie. Malheureusement, il se trouvait entre moi et la porte et je devais passer devant lui pour sortir de ma chambre. Je lui ai crié d'arrêter de s'approcher de moi. Dès que mon instinct de combat ou de fuite a pris le dessus sur ma peur, et comme il n'était qu'à 1 mètre de moi, j'ai sauté de ma couchette sur le sol et je l'ai dépassé en courant. Il ne m'a jamais empêché de m'échapper, alors que je courais dans les couloirs de mon dortoir avec de l'adrénaline et de la peur à l'état pur. Comme c'était un week-end, il n'y avait presque personne, mais je me suis calmé et j'ai marché rapidement pour trouver un contact humain le plus proche possible. Pour ne pas paraître fou, je n'ai raconté mon expérience à personne. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue et du stress de l'école, mais malheureusement, j'ai dû retourner dans ma chambre pour dormir seul. Je suis entré dans ma chambre et il n'y avait rien. Je suis resté éveillé avec la lumière allumée le reste de la nuit, avec un sentiment de malaise, mais rien d'autre ne s'est produit. En 2013, mes colocataires et moi avons changé de chambre. Chaque année, nous devions changer de chambre. Rien d'autre ne s'est produit jusqu'à la fin de l'automne. Cette fois, tous mes colocataires étaient présents. C'était une nuit d'école et nous venions tous de commencer à nous endormir, 3 d'entre nous au total. Une fois de plus, j'ai ressenti un sentiment de malaise et une fois de plus, je me suis retourné pour découvrir la silhouette humanoïde qui se tenait près de la tête de mon lit. Je panique et réveille mes colocataires qui allument la lumière. Dès que la lumière s'est allumée, la silhouette a disparu. Mes colocataires étaient agacés. Ils m'ont dit d'aller dormir et que je ne faisais que m'imaginer des choses. Cette situation s'est reproduite 2 autres fois au cours de mes années d'études. Le dernier incident s'est produit lors de ma dernière année d'études. Une fois de plus, j'étais endormi et je me suis réveillé avec un sentiment de malaise. J'avais accidentellement laissé mon placard ouvert et en y jetant un coup d'œil, j'ai revu la silhouette qui se tenait là, à me fixer. Je la fixe en me disant que ce n'est que mon imagination débordante. Mais alors que je souhaitais qu'elle disparaisse, elle sort de l'armoire et comme les autres fois, elle commence à s'approcher de moi. Je lui hurle dessus, lui demandant de ne pas faire un pas de plus. J'ai ensuite obtenu mon diplôme et je me suis engagé dans l'armée. Pensant que ce n'était qu'un stress dû à l'université, j'ai eu l'impression que les rencontres allaient prendre fin, surtout lorsque j'ai quitté mon vieux dortoir pour mon premier lieu d'affectation en Floride. À ce moment-là, je suis fiancé à ma femme et j'ai 2 chiens. Pour résumer cette longue histoire, les personnes de l'ombre continuaient à me suivre. Quel que soit l'appartement ou la maison où je déménageais, je ne pouvais jamais échapper aux rencontres terrifiantes de ces ombres chinoises. Ça commençait toujours par des grognements de mes chiens
à la porte de notre chambre, puis des manifestations complètes. Ma femme se réveillait en me voyant crier après quelque chose, lui demandant de ne pas s'approcher et de me laisser tranquille, moi et ma famille. Ma femme était complètement paniquée, car elle ne pouvait pas voir les figures que j'affrontais. À chaque visite, la chose s'approchait un peu plus avant de disparaître après que je l'ai affrontée. Elle se rapprochait toujours et ne m'atteignait jamais. Je pouvais également sentir qu'il ne s'agissait jamais de la même personne de l'ombre, et à chaque visite suivante, elle semblait plus inquiétante et avec des intentions négatives. Elle avait également une force d'attraction, comme si elle était attirée par moi. Ça s'est produit environ 4 ou 5 fois de 2017 à 2019. Cela nous emmène à la dernière rencontre que j'ai eue avec des personnes de l'ombre en 2020. À l'époque, ma femme était enceinte de mon fils et j'étais à un mois de mon déploiement, mettant fin à ma formation pré-déploiement. Cette dernière rencontre a été différente des autres et a été l'événement paranormal ou induit par le stress le plus terrifiant dont j'ai été témoin. Je dormais avec ma femme dans mon lit. Je n'avais dormi qu'1 heure quand je me suis réveillée parce que je n'arrivais plus à respirer. J'ai senti 2 mains autour de mon cou et un poids sur ma poitrine. Alors que je luttais pour respirer, j'ai vu l'ombre au-dessus de moi et j'ai eu l'impression qu'elle essayait de m'étouffer. Je n'avais même pas pensé qu'il s'agissait d'une personne de l'ombre. J'ai cru qu'il s'agissait d'une personne qui était rentrée chez moi par effraction et qui m'agressait. J'ai lutté avec elle, ou du moins j'ai eu l'impression de le faire, et j'ai pu la sentir et l'attraper. Une fois que j'ai eu le dessus, elle a sauté sur le sol de la chambre et s'est glissée sous mon lit. Ma femme était déjà réveillée lorsque j'ai commencé à me débattre. Pensant qu'il s'agissait d'un intrus, j'ai essayé de trouver une arme et j'ai dit à ma femme de sortir de la maison et d'appeler les flics. Elle a bien sûr refusé et m'a dit que c'était un mauvais rêve. J'ai regardé sous le lit et je n'ai rien trouvé. Ma femme m'a dit que j'étais simplement stressée par le déploiement à venir. J'étais incroyablement gênée et complètement terrifiée. J'ai fait le ménage dans la maison, au cas où, et j'ai essayé de travailler sur mon stress. Ce fut la dernière rencontre et je n'ai pas eu d'autre depuis. Je sais que tout ça peut être psychologique, mais ça n'enlève rien au fait que c'est terrifiant sur le moment. À noter que je ne suis jamais à moitié éveillée. Je suis toujours bien réveillée lorsque je vis ces rencontres. Je ne souffre pas de paralysie du sommeil et je ne marche pas en dormant. Je ne raconte ces expériences à personne, sauf s'il s'agit d'un adepte du paranormal. Je sais que mon histoire paraît invraisemblable, mais je l'ai vraiment vécue et ressentie. En 2009, alors que j'avais une 20aine d'années, je me promenais souvent tard dans la nuit avec un ami. Nous vivions dans une ville balnéaire du Royaume-Uni et nos promenades nous emmenaient à la périphérie de la ville, le long d'un grand estuaire. Nous ne buvions que le week-end et ces événements particuliers ont eu lieu en milieu de semaine, alors que nous étions complètement sobres pour ce que ça vaut. Nous sommes partis de chez ma mère vers 21h et après une 30aine de minutes de marche, nous nous sommes arrêtés pour caresser un chat. Nous étions à côté d'un bâtiment avec une grande façade en verre. J'étais en train de caresser le chat quand mon ami a dit « Putain, c'est flippant, regarde par cette fenêtre ». J'ai levé les yeux. Il y avait un vieil homme assis bien droit sur une chaise au fond de la pièce, dans l'obscurité totale, qui regardait fixement à l'extérieur. Nous l'avons observé pendant un court moment et il était complètement immobile. Mon ami s'est même demandé si ce type était mort. Nous avons finalement continué et n'y avons plus pensé, mais après ça, notre nuit est devenue encore plus étrange. Nous sommes passés devant la décharge de la ville. Nous avons traversé un clos et contourné le lac de plaisance de la ville et nous sommes descendus vers l'estuaire. Il devait être près de 22h30 à ce moment-là. Nous sommes passés devant de somptueuses maisons qui surplombent l'estuaire, puis nous sommes arrivés à une étroite allée boisée qui descend jusqu'à l'estuaire. Normalement, lors de cette promenade,
Nous ignorions simplement la ruelle et continuions devant les maisons jusqu'au sommet de la route et retournions en ville. Mais ce soir-là, nous avons décidé de nous promener jusqu'au bord de l'eau. Dès que nous avons mis le pied dans la ruelle, il faisait immédiatement plus sombre en raison de la présence d'arbres de chaque côté. La seule source de lumière se trouvait au bout de l'allée. Nous étions complètement silencieux, avançant à pas feutrés dans l'allée, et la sensation était vraiment horrible. Juste du froid et de l'appréhension venant de nulle part. Lorsque nous sommes arrivés à moins de 20 mètres de l'eau, nous nous sommes arrêtés tous les deux exactement au même moment, sans aucune communication. Je regardais une forme que je pouvais distinguer au bas de l'allée. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un panneau de signalisation. Mais à mesure que mes yeux se concentraient, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait plutôt d'une grande silhouette avec une grosse tête qui mesura environ 2 mètres de haut. J'essayais de rationaliser dans ma tête quand mon ami a rompu le silence et m'a dit « Tu vois cette chose en bas ?» J'ai répondu oui, et sans autre forme de communication, nous avons tous les deux fait demi-tour et sommes repartis en direction du chemin. Il ne s'est écoulé qu'une vingtaine de secondes avant que nous n'arrivions dans la rue. Mais pendant tout ce temps, j'avais froid derrière la nuque et j'avais l'impression d'être poursuivi. Une fois de retour dans la rue, nous avons commencé à marcher, reconnaissant pour les lampadaires qui bordaient la chaussée. C'est à ce moment-là que nous avons recommencé à parler. Non seulement nous avons vu la même chose, mais nous avons également ressenti le froid et la sensation d'être poursuivis. Nous avons remarqué que sans communiquer, nous avons tous deux instinctivement tourné les talons et nous sommes sortis de là aussi vite que possible. Nous avons tous deux décrit avoir vu la même forme étrange, ce qui semblait être quelque chose de bipède et d'absolument massif, enveloppé dans l'obscurité comme une ombre. Pourtant, il n'y avait pas d'ombre en bas à cause de la couverture des arbres. C'était presque plus noir qu'une ombre, si cela a un sens. Il y avait comme une densité dans cette forme sombre, comme un vide. Nous sommes rentrés chez moi et avons regardé South Park pour nous détendre. Mon ami est parti et j'ai insisté pour qu'il m'envoie un texto à son retour, ce que nous n'avons jamais fait. Le lendemain, j'avais rendez-vous dans une clinique mobile spécialisée dans les scanners rétiniens. Il se trouve que ce rendez-vous avait lieu sur un parking à côté de la maison où nous avons vu le vieil homme. Je me suis rendu à ce rendez-vous et j'ai rencontré un autre ami qui habitait à proximité. En tournant au coin de la rue, j'ai jeté un coup d'œil à la maison, qui était complètement vide, sans aucun meuble, ni quoi que ce soit. J'ai parlé à mon ami de ce que j'avais vu la veille, et il m'a dit « C'est bizarre parce que ma mère faisait le ménage pour le vieux couple qui vivait là. Mais ils sont morts il y a quelques années et la maison est vide depuis. J'ai eu la chair de poule sur tout le corps, à l'époque et encore aujourd'hui. » Je connais beaucoup de choses sur les chiens et beaucoup de choses sur la psychologie humaine dans des environnements étranges, et pourtant je ne peux toujours pas expliquer ce que j'ai vu cette nuit-là. Je me considère comme une personne plutôt sceptique, et bien que fasciné par le paranormal, je crois sincèrement qu'il existe des explications raisonnables à ces phénomènes. Une fois j'ai cru voir un ovni au-dessus de l'East Lake Tahoe, mais après une enquête plus approfondie, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une pluie de météorites et que les roches spatiales contenaient du fer qui émettait une lueur verte. Une autre fois, j'ai cru que ma maison était hantée et j'ai découvert qu'il s'agissait simplement d'un écureuil dans mon vide sanitaire et du chien du voisin qui prenait des objets dans mon jardin. Je ne suis pas superstitieux, même si j'aime considérer les superstitions comme de belles histoires, et je crois fermement en une approche scientifique pour expliquer les choses. Néanmoins, j'ai eu une rencontre que je ne comprends toujours pas. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai essayé de trouver une explication rationnelle, mais 2 ans plus tard, j'en suis toujours au même point. Cette expérience me revient régulièrement à l'esprit, car elle s'est produite sur une route que j'emprunte encore aujourd'hui. C'est en septembre 2019 que j'ai rencontré ce que j'ai depuis surnommé le chien noir de Dakota Avenue. J'ai repéré cette créature, non pas une seule fois, mais à 2 occasions distinctes, à environ 1 semaine d'intervalle.
Pour vous donner un peu de contexte, à l'époque, je travaillais en fermeture d'un centre d'appel à Orlando, ce qui signifie que je finissais vers minuit et que j'arrivais à Saint-Cloud vers minuit 45, 1h du matin. À l'époque, j'avais un merveilleux mélange de husky et de berger allemand nommé Rex, qui est décédé depuis. Mais pendant que j'étais au travail, je le laissais chez mes parents qui vivent à Old Canoe Creek. Après le travail, je m'arrêtais chez mes parents pour le récupérer, puis je descendais la Old Canoe Road et traversais la 192 jusqu'aux rues de la Nationale, où je tournais à gauche sur la 10e rue en direction de ma maison, à quelques pâtés de maison de l'école Lakeview Elementary. J'ai vécu à Saint-Cloud toute ma vie. J'ai emprunté cette route d'innombrables fois auparavant et d'innombrables fois depuis. Il était près de 2h du matin, la nuit où je l'ai vu pour la première fois. J'étais coincé sur un appel particulièrement long et j'étais en retard pour quitter le travail. Je venais de récupérer Rex chez mes parents et j'ai tourné à la sortie de Vermont sur la 10e. Entre Dakota et Californie Avenue, il y a une allée entre les maisons. Les propriétés des deux côtés ont de grandes et solides clôtures. De temps en temps, je vois un camion ou une voiture quelconque garée là. Il y a un abribus au coin de l'entrée de la ruelle avec un réverbère qui est bien éclairé. De l'autre côté de l'allée, il y a un terrain vague avec un grand arbre dans le coin arrière, mais sinon c'est un grand champ ouvert. En d'autres termes, il s'agit d'une zone bien éclairée où il n'y a pas beaucoup d'options pour qu'un animal puisse s'enfuir sans que je voie où il est passé. Alors que je roule sur la route, je vois un grand chien noir debout au milieu de la 10e avenue, complètement illuminé par un halo de lumière provenant du lampadaire. Mes phares se reflétaient sur ses yeux, d'un bleu vert pâle, comme ceux d'un chien normal. Rien de sinistre, du style yeux rouges qui brillent comme des braises de feu de l'enfer. Grâce au lampadaire et à mes propres phares, j'ai pu bien voir l'animal. Je suis un amoureux des chiens, membre de plusieurs associations locales, et mon premier emploi à la sortie du lycée était dans une animalerie à Saint-Claude en 2013. Donc je connais une chose ou deux sur les chiens, c'est pourquoi j'ai remarqué tant de détails sur son apparence. Il ressemblait à une sorte de mastif, un mastif napolitain, mais ses rides et ses bajoux n'étaient pas aussi proéminentes. Peut-être avait-il un peu de race bully, ou peut-être était-ce un Cane Corso, un autre mastif avec des lambeaux de joues un peu moins prononcés. Quand je dis que c'était un chien noir, je ne veux pas dire que c'était comme si de l'ombre pure avait pris la forme d'un chien, rien d'aussi poétique ou paranormal. Il s'agissait plutôt d'un chien noir assez banal. Il avait une fourrure gris foncé ou brune qui paraissait noire dans la nuit, mais dont la texture était encore visible dans la lumière orange pâle du lampadaire. Un chien ordinaire, quoi. Certes, de la buée sortait de sa bouche, mais c'était une nuit froide de septembre et de la buée sortait aussi de ma bouche à chaque respiration. J'ai pensé qu'il s'agissait du chien perdu de quelqu'un. Ses oreilles n'étaient pas taillées, sa queue n'était pas coupée, mais il n'était pas non plus maigre comme s'il était errant. Il était très musclé et bien nourri, mais pas obèse. Ayant un lien étroit avec mon propre chien, je sais que j'aurais été bouleversée si ça avait été lui. Et j'avais donc l'intention d'essayer de l'emmener dans ma camionnette pour que je puisse trouver ses propriétaires. Quelle que soit sa race, un animal de cette taille coûte cher, même s'il n'a pas de pédigré. Il était plus gros que Rex, qui à l'époque pesait 29 kilos, donc j'estime que celui-ci pesait entre 38 et 45 kilos, ce qui signifie qu'il serait risqué de faire monter un chien inconnu de cette taille dans la voiture avec le mien. Rex était un chien formidable qui s'entendait avec tout le monde. Il ne devenait agressif que si un autre chien était à l'origine du conflit et même dans ce cas, il ne se défendait que lui-même ou moi. Si Rex ne se sentait pas menacé par ce chien, je supposais qu'il n'était pas dangereux. J'ai regardé Rex assis sur le siège passager pour voir comment il réagissait. Il savait clairement que le chien était là. Ce n'était pas le fruit de mon imagination. Il faisait des vocalisations douces, pas des grognements, mais plutôt des sons graves, comme pour dire « Qui es-tu ? Je ne te connais pas. » Ses babines n'étaient que légèrement relevées. Je savais que pour lui, cela signifiait qu'il n'était pas en colère, mais plus prudent, comme si son instinct lui disait de se préparer, mais qu'il essayait de voir s'il y avait une réelle menace.
son langage corporel, me disait qu'il trouvait cela étrange aussi, mais que ce n'était pas dangereux. Alors je suis sortie de la voiture. En sortant de ma voiture, j'avais perdu de vue le chien. Au début, j'ai pensé que peut-être je lui avais fait peur et qu'il s'était enfui quelque part. J'ai inspecté la zone autour de moi. Encore une fois, la ruelle avait des clôtures solides, sans espace évident assez grand pour qu'il puisse se faufiler, et de l'autre côté de la rue se trouvait un terrain vide avec un champ ouvert. Le seul endroit où il aurait pu se dissimuler dans le champ était constitué de petits arbustes qui ne cacheraient jamais un chien de sa taille et de quelques buissons dans le coin le plus éloigné où il n'aurait pas pu se rendre pendant que je l'avais quitté des yeux. Je pensais qu'il aurait pu courir autour de ma voiture, presque comme lorsque les chiens jouent à chat et tournent autour d'un arbre ou d'un buisson et contrarient un autre chien pour les poursuivre de manière ludique. J'ai contourné ma voiture, mais je ne le voyais toujours pas. De retour à l'avant de ma voiture, je jette un coup d'œil à Rex, qui tourne également la tête d'un côté à l'autre. Il cherchait aussi le chien. Il n'a pas vu où il avait couru quand je suis descendu de la voiture. Ses oreilles étaient baissées et ses yeux étaient écarquillés. Il était très confus et ne comprenait pas ce qui se passait. Je me suis mis à quatre pattes pour jeter un dernier coup d'œil sous ma voiture et pour voir si je pouvais peut-être apercevoir ses pattes de l'autre côté de la voiture, mais il n'y avait rien. C'était une nuit calme. Je n'entendais aucun halètement, ni le bruissement de l'herbe sèche de septembre qui craquait sous ses pattes, ni le claquement de ses ongles contre le trottoir ou les graviers de l'allée. Quel que soit l'endroit où se trouvait ce chien, il avait disparu depuis longtemps. Je suis remonté dans ma voiture, toujours perplexe. J'étais toujours convaincu qu'il devait y avoir une explication raisonnable. Peut-être qu'il était en meilleure forme que je ne le pensais, ou peut-être que je ne sais pas à quelle vitesse les chiens peuvent vraiment se déplacer, ou à quel point ils peuvent être furtifs. Cela m'a semblé étrange, mais à ce moment-là, je me suis dit « Hé, il est 2 heures du matin, je suis fatigué après un long travail, et je ne suis pas au top de ma forme. » Je redémarre ma voiture, et je commence à partir. Et c'est là que du coin de l'œil, j'aperçois l'animal dans mon rétroviseur. Maintenant, je suis surpris. Comme dans une scène d'un épisode de Scooby-Doo, Rex et moi tournons tous les deux la tête et regardons. Et bien sûr, il se tient là, sans bouger. Ses yeux reflétaient le bleu-vert de mes feux arrière et une teinte rouge provenant de ma voiture était projetée sur lui. Les poils de Rex étaient complètement relevés à ce moment-là, mais ses vocalisations n'étaient encore que des grognements sourds et des aboiements doux. Il était très surpris et sur la défensive. Rex et moi nous tournons pour nous regarder, pour confirmer que nous voyons tous les deux la même chose. Nous tournons la tête vers l'arrière de notre voiture et le chien est de nouveau parti. À ce moment-là, j'arrête de me poser des questions, je fais demi-tour le plus vite possible et je rentre chez moi complètement effrayé. Alors que je m'éloignais, j'ai vu que le chien était revenu dans le rétroviseur et resté sur la route aussi longtemps que je pouvais le voir. C'est là que les choses ont pris une tournure inexplicable. Même si ma voiture était en mouvement, c'est-à-dire que mon feu stop n'était pas allumé et que je m'éloignais du chien, et même si la seule autre source de lumière était le réverbère au-dessus du chien, ses yeux continuaient à briller d'un bleu-vert très vif. Peu importe à quelle distance je m'éloignais. Finalement, après quelques pâtés de maison, je ne pouvais plus le voir, mais les poils sur ma nuque étaient dressés, tout comme les poils de Rex. De retour à la maison, j'ai passé quelques heures à parcourir les groupes Facebook locaux pour essayer de voir si quelqu'un avait signalé un chien perdu correspondant à la description, mais je n'ai rien trouvé. J'ai passé en revue un tas de traditions populaires sur les chiens noirs, principalement du Royaume-Uni, et la plupart étaient similaires, mais aussi très différentes. La plupart des histoires de chiens noirs impliquent la proximité d'une église ou d'un cimetière, mais l'église la plus proche se trouve sur Tennessee Avenue et il n'y a pas de cimetière à côté. Les yeux étaient bleu-vert, comme ceux d'un chien normal, pas rouge, et ce n'était pas agressif ou intimidant. Il disparaissait simplement et réapparaissait mystérieusement. Si je n'avais pas eu Rex avec moi ce soir-là, j'aurais fait passer cette rencontre pour le produit de ma propre imagination. J'ai vérifié le lendemain et je n'ai rien vu sur place.
Les jours suivants, j'ai continué à vérifier auprès des groupes Facebook locaux, des animaleries et des bureaux vétérinaires pour voir si quelqu'un avait perdu un chien correspondant à la description. J'ai parlé à une de mes amies qui était allée au lycée avec moi ici à Saint-Cloud et qui connaissait également très bien ce phénomène paranormal. Et ça l'a aussi intriguée, car c'était si similaire mais si différent des légendes du chien noir à travers le monde. Environ 2 semaines se sont écoulées et je commençais à peine à oublier la rencontre quand elle s'est reproduite. La situation était presque exactement la même, au même endroit et tout. Rex était de nouveau avec moi et quand le chien est apparu devant nous, je l'ai regardé et j'ai juste dit « Non, pas aujourd'hui » et j'ai manœuvré ma voiture sur le côté pour ne pas le heurter, mais j'ai simplement contourné. Quand j'ai regardé dans le rétroviseur, il avait encore disparu. C'était la dernière fois que je voyais le chien. Les rencontres n'étaient espacées que d'environ 2 semaines. Il n'est donc pas possible qu'elles se soient produites les 2 fois pendant des nuits de pleine lune. Ça s'est produit à la mi- et à la fin du mois de septembre, ce qui n'est pas exactement une période associée à une activité paranormale, comme en octobre par exemple. 2 ans ont passé et malheureusement Rex est décédé. Quand c'est arrivé, j'étais vraiment très affectée, car c'était mon compagnon depuis si longtemps. Mais je m'en suis finalement remis et j'ai maintenant un chiot qui partage ma vie et qui se nomme Ahsoka. Après ça, j'ai finalement décidé de m'asseoir et de tout écrire. Mes souvenirs étaient devenus flous, presque effacés, et je me suis souvenu que j'avais envoyé un message à la même amie que j'ai mentionné ci-dessus le lendemain, racontant l'histoire de la rencontre de manière très détaillée. Je me souviens aussi de lui avoir dit que j'avais vu le chien une 2e fois. J'ai parcouru l'historique de nos conversations et trouvé les messages avec des références croisées pour m'assurer que j'avais bien choisi les rues et la disposition des rencontres, et j'ai tout écrit. Peut-être que je ne suis pas le seul à avoir vécu une rencontre similaire, ou peut-être que quelqu'un qui lira ceci dira « Et c'est à ce moment-là que mon chien s'est enfui », auquel cas, je vous dis que votre chien m'a involontairement fait peur et m'a fait me remettre en question moi-même et mes expériences. En tout cas, je crois avoir pris toutes les mesures appropriées pour trouver une explication raisonnable, mais je n'y parviens toujours pas. Peut-être que cette histoire sera enterrée dans l'obscurité, mais je serai néanmoins toujours intrigué par le mystérieux chien noir de Dakota Avenue. Je ne suis pas du genre à croire au paranormal, mais je garde l'esprit ouvert aux choses qui ne peuvent être expliquées. La maison dans laquelle j'habite depuis 21 ans présentait des signes de présence paranormale qu'au moins un membre de ma famille a rencontré au moins une fois, et j'ai eu le plaisir de le rencontrer aussi une nuit. Pour en revenir aux premières rencontres, la maison était habitée par mon père et ma mère, ma grand-mère et mon oncle, ainsi que par mes 2 jeunes frères et sœurs et moi-même. Le plus jeune de mes frères et sœurs avait environ 5 ans et vivait dans la chambre de ma grand-mère, qui l'élevait pendant que ma mère travaillait. Mon oncle vivait également dans cette chambre. Mon oncle chassait pour le sport et ses armes et munitions se trouvaient toujours sous son lit. Je partageais une chambre avec ma sœur, mais je dormais sur un matelas par terre, et elle avait le lit car c'était elle la fille. Pendant le petit déjeuner, on parlait toujours du fait que mon oncle aurait vu une ombre dans la maison, et je disais toujours qu'il essayait de nous effrayer parce que nous étions jeunes et que ma grand-mère était superstitieuse. J'écoutais les histoires et j'avais froid dans le dos, mais je les rejetais toujours. Un jour, ma grand-mère nous a rejoints à table pour le petit déjeuner. Tout le monde était déjà en train de manger et elle a réprimandé mon jeune frère. Elle lui demanda pourquoi il n'était pas sorti des toilettes hier soir après qu'elle l'ait emmené. Il semblait confus. Selon elle, il l'avait réveillé au milieu de la nuit et lui avait demandé de l'accompagner aux toilettes parce qu'il avait peur. À moitié endormie, elle s'est levée, l'a accompagné et l'a attendu devant la porte. Et comme il prenait une éternité, elle est retournée dans son lit et s'est endormie. Mon frère était confus parce qu'il a dit qu'il ne s'était jamais levé et ma mère l'a soutenu en disant qu'il avait dormi dans son lit la nuit dernière et qu'il ne s'était jamais levé. Il y a eu un silence, puis tout le monde a éclaté de rire en taquinant ma grand-mère sur le fait que le fantôme avait réussi à la faire marcher jusqu'aux toilettes. J'ai ri, mais en même temps j'ai pensé qu'elle avait pu rêver. La 2e rencontre a été celle de ma sœur.
Une nuit, alors que je dormais profondément, elle m'a réveillée en m'enjambant pour sortir de la chambre et aller aux toilettes. J'ai rapidement plissé les yeux et me suis rendormie. Le matin venu, je prenais mon petit déjeuner et elle avait l'air furieuse. Elle m'a dit « Ce n'était pas drôle, tu dois être ravie de penser que tu allais me faire peur. » J'étais confus et ma mère lui a demandé ce qui s'était passé. D'après elle, elle s'est réveillée pour aller aux toilettes, ce dont je me souviens. Mais après les avoir utilisées, elle est retournée dans la chambre et m'a vu debout à l'extérieur de la chambre, attendant de s'élancer sur elle et de l'effrayer. Elle m'a dit d'arrêter, que ce n'était pas drôle, et elle a regardé un peu ailleurs sans me voir. Elle pensait que j'étais retourné rapidement dans la chambre pour faire semblant de dormir. J'étais tellement confus. J'ai juré que même si j'aime faire peur aux autres pour rire, je ne me suis pas levé la nuit dernière. J'ai confirmé que je l'avais bien vue sortir, mais je ne me suis jamais levé. Elle m'a regardé comme si je mentais, et tout le monde s'est moqué d'elle en disant que c'était le fantôme. Je lui ai demandé si elle m'avait vue. Elle m'a répondu que non, mais que c'était comme une ombre et qu'elle pensait que c'était moi. Maintenant, je me sentais un peu effrayée et je n'étais plus aussi sceptique. Quelques mois ont passé, nous étions tous d'accord pour dire que tant que nous ne dérangions pas le fantôme, il ne se passerait rien et peut-être qu'il est amical comme Casper ou quelque chose comme ça. Malheureusement, ça allait être mon tour. Mon oncle avait quitté la maison pour la semaine afin d'aller chasser. Je me suis réveillée au milieu de la nuit avec une sensation de soif. Alors, je me suis levée pour aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. La façon dont les meubles ont été disposés a rendu le chemin entre le salon et la cuisine un peu étroit, de sorte qu'une seule personne peut passer à la fois. J'en parle parce qu'en face de moi, à environ 3 mètres, il y avait une silhouette qui me barrait la route. Je supposais que c'était mon oncle qui avait aussi l'habitude d'aller chercher un verre d'eau au milieu de la nuit. Alors pour que nous puissions tous les deux passer, je me retourne et le contourne pour le dépasser. Il fait de même. Je vais boire mon verre d'eau et commence à retourner dans ma chambre. Une fois de plus, mon oncle se met en travers de mon chemin. Alors je le contourne. C'est alors que je me suis rendu compte que mon oncle n'était pas à la maison. Il n'était pas là. Alors qui diable était là? Je m'arrête un instant. Ma peur me fait imaginer un visage effrayant tiré d'un film d'horreur. Un visage que je ne veux pas voir. C'est ça la silhouette de l'ombre. Je cours jusqu'à ma chambre comme dans une séquence de poursuite et je saute dans mon lit, sous mes couvertures recroquevillées en boule. Je me réveille en souhaitant que ce soit un cauchemar, mais je sais que c'en n'était pas un. Je me lève et je vais dans la chambre de mes parents pour leur raconter ce que je viens de vivre. Ils me regardent pour voir si je ne plaisante pas pendant un moment et je leur assure que je ne plaisantais pas, que j'avais enfin eu une expérience avec ce fantôme ou quoi que ce soit d'autre. Au cours de l'année, je me lie d'amitié avec quelqu'un qui est censé voir des choses paranormales et autres. Je suis sceptique quant à son don, mais après avoir vécu des expériences dans ma maison, je crois que ces choses existent. Un jour, le 4 juillet, je l'invite chez moi parce qu'il allait être seul et que je me sentais mal. Il prend le bus jusqu'à chez moi et je l'invite à entrer. Je l'installe dans le salon et lui demande s'il veut manger quelque chose. Lorsque je reviens, nous allons dans ma chambre pour regarder la télévision ou des jeux vidéo. En s'asseyant, il me dit « Je ne veux pas te faire peur, mais il y a un vieil homme assis sur le canapé de ton salon. » Je ne lui ai jamais parlé de ma maison, ni de ceux que nous y avons vécus. Il ne veut pas faire de mal, il reste simplement dans cette maison. Je lui ai dit d'arrêter, je lui ai expliqué pourquoi cela me faisait peur et les rencontres que nous avons eues. Il acquiesce et dit « Oui, toutes ces rencontres, c'était lui. » Je ne sais pas s'il se moque de moi, mais je ne veux plus le voir chez moi. Je lui dis que je suis désolée, mais qu'il doit partir. Je me lève et il me suit. Je suis désolée, je ne me sens pas à l'aise et tu n'aurais pas dû me dire ça. Tu as peur? Un peu, mais je pense qu'il vaut mieux que tu partes pour l'instant. J'ouvre la porte et il sort. Je me sens un peu mal, mais ma peur est plus grande. Il m'envoie un texto. N'aie pas peur, il le saura, reste calme. Je l'ignore et décide de rester dehors jusqu'à la fin de la soirée. Je ne lui ai plus jamais parlé, ne voulant pas faire partie de ce monde. Les rencontres ont cessé depuis, mais je suis sûre que si j'en parle un jour à ma famille, ils s'en souviendront.
Il y a 5 ou 6 ans, j'ai fait une rencontre vraiment étrange pendant mon adolescence que je n'ai jamais réussi à expliquer ou à comprendre. Cette histoire se déroule à Raleigh, en Caroline du Nord. Il y a une réserve naturelle près de mon ancien quartier que j'avais l'habitude de fréquenter avec mes amis et qui est devenu notre lieu de rencontre fumeur non officiel. Cette réserve naturelle s'appelle la forêt de Schenck. Elle appartient à l'Université d'État de Caroline du Nord, qui la gère et abrite certains des chevaux de l'école vétérinaire. Elle sert également de site d'enseignement et de recherche pour le programme de gestion des forêts de l'université. Le terrain lui-même a une histoire intéressante, avant d'être utilisé à des fins universitaires, puisqu'il y avait une ferme pénitentiaire là-bas avant les années 1930. Lorsque je visitais cette région, même avant cette expérience, mes amis et moi plaisantions toujours sur le fait que la Terre avait une énergie étrange. Sur le parking de la réserve, il y avait un petit cimetière et une maison abandonnée, ce qui a certainement contribué à créer des vibrations intéressantes. Cependant, je ne me suis jamais senti effrayé ou mal à l'aise dans cet espace et je m'y rendais souvent seul. Un soir, j'allais rejoindre mon amie au parc de la réserve naturelle. Elle sortait du travail ce soir-là et j'ai fini par la devancer. En l'attendant, j'ai garé ma voiture sur le côté de la route et je l'ai tournée pour faire face à la direction dans laquelle on entre dans le parc. Derrière moi se trouvait le cimetière et je pouvais voir la zone assez bien dans mon rétroviseur arrière et mon rétroviseur latéral gauche. Il est important de préciser que ma voiture était la seule présente et qu'il n'y avait pas d'autre humain en vue. Il était un peu plus de 19 heures, à la mi-octobre. Le soleil était presque complètement couché et la nuit commençait à tomber. Après être arrivé au parc, je suis resté assis dans ma voiture pendant quelques minutes sur mon téléphone, essayant de tuer le temps en attendant mon ami. Après être resté assis un moment, quelque chose a attiré mon attention dans le rétroviseur de ma voiture. Dans la zone du cimetière derrière mon véhicule, il y avait un petit feu qui s'était déclaré sur le sol. Ma réaction immédiate a été de sortir de la voiture et d'aller éteindre les flammes. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai trouvé un peu étrange que ce feu se soit déclenché, apparemment sans crier gare, mais j'ai supposé que quelqu'un avait jeté une cigarette juste avant que je n'arrive. Le feu se trouvait dans une zone où il y avait des feuilles sèches sur le sol, ce qui était une explication plausible à l'époque. Après avoir éteint le petit feu, je suis remonté dans ma voiture et j'ai continué à regarder mon téléphone. Il faisait presque complètement nuit à l'extérieur et le soleil était descendu à l'horizon. Une fois de plus, quelque chose a attiré mon attention dans le rétroviseur de ma voiture. Le feu avait apparemment réapparu instantanément. J'ai immédiatement supposé que je n'avais pas réussi à l'éteindre la première fois, et je suis sorti de mon véhicule, une fois de plus, pour essayer d'éteindre les flammes. En sortant de la voiture, je me suis rapidement rendu compte que ce feu était différent du premier que j'avais éteint. Il avait démarré à environ 1 mètre derrière l'endroit où se trouvait la tache carbonisée dans les feuilles du premier feu. Après avoir réalisé que le sol avait spontanément pris feu, non pas une fois, mais 2 fois, dans un cimetière et la nuit, j'ai commencé à être un peu effrayé et je suis retourné à toute vitesse à ma voiture pour partir. Je n'ai pas pris la peine d'éteindre le 2e feu. Juste au moment où j'ai mis la voiture en marche, j'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur pour voir un 3e feu se déclencher spontanément juste derrière le 2e feu qui brûlait encore. Cette fois, j'ai vu le feu prendre de mes propres yeux. J'ai démarré en trombe et quitté le parc car toute cette situation me mettait mal à l'aise et me laissait perplexe. La fois suivante où je suis retourné dans la région après cette expérience, le sol était encore carbonisé en 3 endroits sur une ligne parfaitement verticale. Cet événement n'était pas le fruit de mon imagination ou d'une illusion. Je n'ai jamais entendu parler ou vécu quelque chose de semblable dans les années qui ont suivi. Depuis que j'ai vécu cette expérience, j'ai essayé de trouver une explication raisonnable à ce qui s'est passé, mais je n'y suis pas parvenu. Il n'y avait aucun autre être humain dans les parages, et le soleil étant couché, il n'y avait aucune raison plausible pour que ces incendies soient simplement des feux de broussailles allumés par la lumière directe du soleil. Je ne suis pas religieux et je ne pratique pas activement la spiritualité, mais j'ai eu l'impression que ces incendies spontanés étaient le signe que je n'étais pas le bienvenu à cet endroit, ou du moins à ce moment-là. Cela n'a pas vraiment de rapport avec mon histoire, mais c'est quelque chose que je trouve plutôt triste et effrayant. 3 ans après cette expérience, un meurtre de type exécution
a été commis dans ce cimetière. Cela a été très surprenant pour ma communauté, car nous considérions tous que notre quartier était très sûr et que rien de tel ne s'était produit dans la région auparavant. Depuis l'année dernière, les terres entourant cette réserve naturelle ont été aménagées. Il n'y avait auparavant aucun aménagement dans la région et le chemin de terre sur lequel j'ai vécu mon expérience est maintenant pavé. La maison abandonnée qui se trouvait sur la propriété a été démolie et un énorme immeuble de bureaux a été construit à côté de la réserve. J'ai vu quelque chose quand j'étais enfant et j'en suis encore confus aujourd'hui. J'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans le mois prochain. Cela s'est passé quand j'avais environ 4 ans. Quand j'étais jeune, mes parents, mon frère et moi vivions dans un appartement avant d'emménager dans notre propre maison. Ma grand-mère nous rendait souvent visite et nous emmenait, mon frère et moi, jouer dans un parc. Ma mère et ma grand-mère évitaient la plupart des membres de notre famille et de nos voisins, et je ne comprenais pas pourquoi, mais elles ne nous laissaient jamais jouer avec d'autres enfants. Il y avait une voisine que ma mère évitait le plus. C'était une vieille dame vraiment méchante, d'après ce que ma mère m'avait dit quand j'étais jeune. J'avais 4 ans à cette époque et je dormais encore dans la chambre de mes parents, dans un petit lit pour bébé. Le lit était près du coin où se trouvait la fenêtre et mes parents avaient mis de l'eau sur mon rebord de fenêtre au cas où j'en aurais besoin. Ils savaient que j'étais assez intelligente pour prendre soin de moi, même à cet âge. Une nuit, je me suis réveillée très assoiffée. Alors je me suis levée pour attraper le biberon à boire, mais il ne restait presque plus d'eau. Alors j'avais prévu de réveiller ma mère pour qu'elle m'aide. Je savais comment sortir du lit de bébé sans tomber ou me blesser. À côté du petit lit, il y avait une table de nuit. J'espérais donc tomber sur la table de nuit, puis sur le sol. À côté de la table de nuit se trouvait le lit de mes parents. Ma mère dormait de mon côté cette nuit-là. Alors j'ai marché jusque-là pour la réveiller, mais lorsque j'ai voulu la réveiller, je n'ai pas pu bouger. J'étais coincé sur le côté du lit de ma mère. J'ai essayé de bouger, mais je n'ai pas pu faire le moindre mouvement. Je ne pouvais pas respirer et regarder ma mère dormir. C'est alors que quelque chose a fait du bruit en dessous. J'ai compris que le bruit venait de sous le lit. J'ai regardé en bas seulement avec mes yeux parce que je ne pouvais pas bouger la tête. Et ce que j'ai vu me terrifie encore aujourd'hui. Il y avait une main sombre, comme une ombre, mais je pouvais dire que c'était réel. Je sais qu'on dit que les petits-enfants peuvent voir des choses que les adultes ne peuvent pas voir, mais je jure que c'était réel. Elle bougeait, elle rampait sur le sol pour m'atteindre. Je disais à mon cerveau de bouger, je ne pouvais pas faire de bruit non plus, parce que j'ai essayé de crier pour réveiller ma mère, mais rien ne sortait. La main atteint mes pieds et quand elle m'a touchée, elle était brûlante. Elle a commencé à ramper sur moi et à me brûler. Tout ce que j'ai pu faire, c'est rester là et prier pour me réveiller de ce cauchemar. Lorsque la main atteint mon cou, juste avant qu'elle ne le touche, ma mère a bougé dans le lit et juste après, j'ai reculé trop vite. J'ai heurté le petit lit et ma mère s'est réveillée. J'ai pu bouger à nouveau et j'ai commencé à pleurer. Ma mère m'a demandé ce qui s'était passé, mais je pleurais tellement que je ne pouvais rien expliquer. Elle m'a prise dans ses bras et a essayé de me calmer, puis elle m'a mise dans le lit et s'est rendormie. J'ai jeté un dernier coup d'œil au lit de ma mère et la main n'était plus là, mais on aurait dit qu'elle avait disparu dans l'ombre sous le lit. Le lendemain matin, ma mère m'a réveillée en me criant désespérément « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Je me souviens qu'elle m'a emmenée dans la salle de bain où elle a enlevé mon pyjama. Elle a quitté la salle de bain un instant pour apporter de nouveaux vêtements et pendant ce temps, j'ai jeté un coup d'œil à mon pyjama. Il y avait des taches noires sur le devant, là où la main m'avait touché. Le tissu semblait aussi un peu brûlé à certains endroits. Après cet incident, j'ai commencé à avoir d'autres expériences de ce genre. Ma grand-mère m'a également parlé de cela lorsque j'avais 16 ans. Elle m'a dit que lorsque nous étions dans la chambre d'hôtel, je me mettais à pleurer et je ne m'approchais pas du lit. Lorsqu'elle me demandait pourquoi, je répondais « Monstre ».
Une autre rencontre avec cette chose a eu lieu lorsque mon frère et moi jouions seuls dans la chambre de mes parents dans notre appartement. Je restais au milieu du lit, pensant que cette chose ne m'atteindrait pas si j'étais au-dessus. Mon frère était sur la moquette, jouant avec des voitures. Nous avions une moquette de type rodéo. J'ai oublié ce souvenir jusqu'à ce qu'un jour, lui et moi parlions. J'avais 17 ans et lui 16. C'était une conversation du genre tard dans la nuit. Nous avons commencé à parler de choses paranormales. Soudain, il m'a posé une question qui m'a fait chavirer. Il m'a demandé « Tu te souviens de la main noire quand nous étions jeunes ?» Après avoir entendu sa question, les souvenirs de ce jour où il jouait sur le tapis sont revenus. Je pouvais le voir clairement devant moi. Il jouait sur le tapis et la main était là, à côté de lui. J'étais terrifié lorsque je me suis souvenu. Ce n'était pas seulement dans ma tête, il l'a vu aussi. Je ne lui en ai jamais parlé, je n'en ai jamais parlé à personne. C'était donc réel. Après cette conversation, j'ai commencé à réfléchir plus profondément et j'ai eu l'idée de le dire à ma grand-mère. Ma grand-mère est une sorcière, mais elle ne le pratique pas trop. Mais avec le temps, elle a arrêté et ne fait plus que des lectures de cartes et des sorts de protection. Lorsque je lui ai parlé de ça, elle a pâli et a été choquée. Elle m'a expliqué qu'elle pensait qu'il s'agissait d'un sort, d'une malédiction pour ma mère, jetée par la vieille dame qui était notre voisine quand j'étais jeune. Elle ne voulait pas me blesser, mais blesser ma mère cette nuit-là. Elle m'a dit que j'aurais pu mourir cette nuit-là, mais que mon énergie et les sorts protecteurs qu'elle m'avait jetés m'avaient aidé. Après ça, j'ai compris beaucoup de choses sur ma vie, pourquoi j'ai commencé à faire des cauchemars après l'incident, alors que je n'en avais jamais fait, pourquoi je tombais malade de plus en plus souvent, pourquoi j'ai dû aller à l'hôpital un nombre incalculable de fois, pourquoi ma vie est si misérable jusqu'à aujourd'hui, la malchance que j'ai et tout le reste. Tout avait un sens.